Bonjour, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission dédiée aux cyber leaders au sein du FIC, en direct du FIC. Je suis avec Laurent Tréluyer. Bonjour Laurent. Bonjour. Tu es directeur des services numériques de l'APHP. Tu es aussi au sein du CIGREF, qui est en délégation aujourd'hui. Alors évidemment, la cybersécurité au sein de l'APHP est un sujet extrêmement sensible, mais qu'est-ce qui te lie plus spécifiquement au sujet de la cybersécurité aujourd'hui en termes d'implication, de rôle ? Alors d'abord, la PHP, c'est 39 établissements de santé, principalement en région parisienne et sur Paris. Ça représente 100 000 personnes qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont des soignants, médecins, infirmières, aides-soignantes et des informaticiens. Il y a à peu près 900 informaticiens au sein de la PHP. Donc, qui sont regroupés et dans ma direction et qui sont aussi dans les hôpitaux. Donc c'est un élément essentiel pour nous, c'est d'assurer la bonne continuité de l'activité à l'hôpital. On est habitué à faire des plans blancs en cas de catastrophe, en cas d'inondation, en cas de panne électrique. Et là, la cyber est un élément nouveau qui arrive dans notre univers pour assurer le bon fonctionnement de nos hôpitaux. On voit que quand même les hôpitaux ont été des cibles assez importantes aujourd'hui au niveau de la cybersécurité. Donc ça renforce encore l'attention et les enjeux d'entraînement. Alors, on n'est pas plus attaqué que les autres. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont beaucoup plus attaquées que nous, mais l'impact d'une attaque réussie sur un hôpital est très importante. On diminue la prise en charge des patients dans un territoire donné quand un hôpital est attaqué. Malgré la mobilisation extraordinaire des soignants, des médecins, des infirmières, tout le monde est au combat pour faire en sorte de continuer l'activité, mais quand on ne peut plus sortir les résultats de biologie, forcément ça diminue l'activité, la bonne prise en charge des patients. Même si nos collègues biologistes se mobilisent sur le sujet et font tout pour assurer une certaine continuité, ça pose une vraie difficulté dans la prise en charge. Et là, on a beaucoup de retours d'expérience maintenant pour effectivement anticiper les enjeux et l'envergure des problèmes. Aujourd'hui, pour revenir sur le sujet des cyberleaders, mais comment ton organisation aujourd'hui prend en compte l'enjeu de la diversité, de l'inclusion, enfin, au niveau de ces sujets de cybersécurité? Alors, il y a d'abord, dans l'équipe, on a une diversité des talents, parce qu'il y a des sujets de recrutement et de formation au sein de nos organisations qu'on partage d'ailleurs avec l'ensemble des collègues du CIGREF. Donc on va recruter à l'extérieur. Très clairement, la notion de diversité, elle est naturelle, on va dire, dans nos organisations. La deuxième chose, deuxième élément, on a participé à la création d'une majeure santé à l'EPITA. Et donc on a créé avec l'EPITA il y a 3 ans et on a eu la bonne surprise de voir que le taux de femmes participant à cette majeure santé est de 25%, alors que le taux de femmes à l'EPITA est de 10%. C'est-à-dire que le sujet de la santé est en soi quelque chose qui nous permet moteur derrière, et on espère que je dois remettre les diplômes là, je crois, la semaine prochaine, et j'espère pouvoir en recruter et d'assurer une diversité dans mes recrutements grâce à ce partenariat avec l'EPITA. Quel est pour toi le plus grand défi éthique pour l'écosystème de la cyber aujourd'hui ? Alors, dans les hôpitaux, on a un vrai sujet sur les données de santé. Et donc, la notion de secret médical, secret professionnel est quelque chose qui est dans notre ADN. C'est le serment d'Hippocrate pour les médecins, etc. Donc, l'importance de la confiance qu'ont les patients dans la relation avec leurs médecins, avec leurs soignants est extrêmement importante. Donc cette nécessité de garder leurs données, d'éviter que d'autres aient accès, éviter qu'ils puissent être diffusés sur le net est un élément essentiel. Et ça fait partie de notre ADN fort. Et le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que de plus en plus l'activité de l'hôpital repose sur nos systèmes d'information, parce qu'on est automatisé, parce qu'on sort, etc. Et donc assurer la continuité de l'activité de l'hôpital. Alors justement, faire le lien à cet enjeu, comment on arrive à concilier cet enjeu de cybersécurité et de vie privée? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même un enjeu
effectivement de collaboration forte sur des données de santé. Il y a quand même beaucoup de vulnérabilité de fait aussi, de par l'ouverture du système. Oui, on est dans une contradiction. D'un côté, mon boulot, c'est d'assurer le partage de la donnée de santé parce que quand vous arrivez dans les urgences, ça vous semble normal qu'un médecin ait accès à votre dossier médical parce que vous avez déjà été hospitalisé il y a 15 jours, il y a un mois, et donc vous dites mais pourquoi le médecin n'a pas accès à ces données-là? Donc on est dans cette notion de partage du dossier patient, partage de la donnée des patients, et par ailleurs on doit assurer la sécurité. Donc c'est toujours cette difficulté qu'on a, ces deux impératifs qu'on doit concilier qui sont extrêmement importants pour nous. Alors, est-ce que tu as un exemple à nous donner de collaboration pour créer de la valeur ensemble, une vraie dynamique de fertilisation de cet écosystème aujourd'hui Ils sont nombreux, mais là, on a aidé nos collègues qui ont été attaqués, donc sud-franciliens, Versailles et plus récemment Brest. Et c'est extrêmement important pour nos collègues, finalement. Ça a été extrêmement important pour eux, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et ça a été plusieurs fois confirmé d'avoir des collègues hospitaliers qui viennent les aider. Et pas des fournisseurs, pas d'autres, etc. Voir arriver des collègues hospitaliers qui interviennent auprès d'eux, qui les aident, qui les soutiennent. On arrive au bout de 24-48 heures. Ils ont déjà passé beaucoup de temps. Ils sont assommés par les cyberattaques. Ça, c'est un élément extrêmement important. Le renfort de pair est important. Oui, c'est un élément qu'on veut conforter. Là, on travaille avec l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pour mettre en place, pour pérenniser ce type d'organisation. Là, je discutais avec ma collègue de Brest, DSI de Brest, qui disait on devrait le faire au niveau national. Je crois que c'est un élément important d'assurer de renfort et de soutien. Et pour nous, c'est important parce que c'est plus qu'un retour d'expérience. On est dans la cyberattaque, donc on participe et ça nous permet de capitaliser sur l'ensemble de ces événements. Donc c'est une vraie logique de collaboration, de renfort d'équipe et d'avoir des équipes prêtes d'intervention prêtes. Prêtes et sur des compétences très particulières, d'aide, de se mettre un peu au balcon. Ils sont dans le nez dans le guidon, donc d'avoir des gens qui arrivent et qui ont une autre vision, etc. C'est un élément, qui ont d'autres idées, qui peuvent décaler un peu. Évidemment, on est en complément de l'ANSSI, des différents fournisseurs, donc on ne fait pas la même chose, mais d'avoir des gens du métier, de l'organisation qui viennent, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors c'est quoi les talents d'un cyberleader pour bien parler à l'oreille des COMEX et des dirigeants aujourd'hui et bien leur faire comprendre les enjeux? Alors, nous, on a fait des exercices de cyber-résilience, donc des vrais exercices pendant 24 heures. Et donc, c'est vraiment de montrer, aussi bien d'ailleurs au corps médical, et là, on a tout un travail avec le professeur Rowe qui mobilise et qui veut trouver des solutions pour prévenir et pour anticiper les cyberattaques en se préparant à une cyberattaque. Donc, comment le métier se met en œuvre. Et il y a un vrai travail, il faut être à côté d'eux pour dire il y aura des cyberattaques, comment vous y préparez. Et puis le directeur général est extrêmement impliqué dans ces exercices-là, donc veut comprendre ce qui se passe, veut comprendre quelle est sa propre action, comment il peut nous aider à prévenir l'ensemble de ces cyberattaques. Et ce n'est pas qu'une prévention technique, c'est de dire aussi comment je m'organise quand il y a une cyberattaque. On a le même sujet que les inondations, ce n'est pas la PHP qui va empêcher les inondations à Paris. Mais par contre, on doit se préparer à une inondation. Et c'est pareil pour une cyberattaque. Est-ce qu'on pourra prévenir toutes les cyberattaques? Probablement que non. On peut acheter tous les produits qui sont au FIC. Probablement qu'il y aura toujours une porte. Par contre, se préparer, oui, et ça, c'est quelque chose qui est important pour les dirigeants, pour les sensibiliser. Attention, vous devez vous préparer à ce type. C'est un nouveau risque, vous devez vous y préparer. C'est un vrai entraînement à organiser et une vraie pratique à avoir. On va arriver à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as dans ton parcours une expérience, un moment que tu veux partager avec nous qui t'aura marqué justement sur ces sujets un peu pendant la crise Covid, on a eu la demande de créer un nouveau système d'information. C'était fin mars 2020 et qui devait être prêt pour le 11 mai 2020. Alors si vous vous rappelez, le 11 mai, c'était le moment où on pouvait ressortir, vous pouviez ressortir de chez vous.
Et on a créé SIDEP, qui est le système d'information de dépistage. C'est cette information qui vous permet d'avoir vos résultats de PCR, de pharmacie sur vos smartphones et de pouvoir aller manger au restaurant et ou de pouvoir passer les frontières. Ça, on l'a fait en 6 semaines. 130 personnes de mobilisées. On ne pouvait pas changer la date parce qu'il y avait quelqu'un qui avait annoncé la date du 11 mai. Alors ça a été le 13 parce qu'on a, grâce au Conseil constitutionnel, on a eu droit à 2 jours de battement. Et donc c'est cette mobilisation pour arriver à un objectif de monter un système d'information qui était fou, parce que 6 semaines pour monter un système d'information, pour relier 4400 laboratoires, chose qui n'avait jamais été faite et jamais été imaginée. Et bien à un moment, je suis allé voir mon directeur général, Martin, je lui ai dit, bon, c'est une demande du ministre, ça me semble faisable. Il me dit, bon, ben vous y allez. Et on a mobilisé les personnes de la PHP, l'ensemble de nos fournisseurs qui ont été extrêmement présents, le ministère de la Santé, etc. Et on y est arrivé. Ça, c'est une expérience assez unique. Merci Laurent d'avoir partagé cet entretien avec nous. Merci pour ce retour d'expérience et puis à bientôt pour une nouvelle émission.